Ah, les devoirs, les exercices, on a tous ce souvenir, hein, cette routine scolaire qui pouvait être, disons-le, un peu fastidieuse. Mais et si, au cœur même de ces simples activités, se cachait en réalité le secret de l'apprentissage? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble, comment la modeste tâche est devenue l'un des concepts les plus puissants de l'éducation moderne. On a tous ressenti ça, pas vrai? Cette citation, elle est tirée de nos sources et elle capture parfaitement ce sentiment. Le mot exercice. Il y a une rigidité là-dedans, une sorte d'austérité qui semble à des kilomètres de la joie d'apprendre. Et pourtant, c'est là que ça devient intéressant. C'est le grand paradoxe. Des programmes comme PISA, des réformes pédagogiques majeures, tous placent ce concept de tâche au centre de tout. Alors comment un simple exercice peut-il avoir un tel poids? C'est le petit mystère qu'on va essayer d'élucider. Bon, pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. D'abord, on va regarder d'où vient toute cette confusion. Ensuite, on va se mettre d'accord sur les mots. Puis, on verra une distinction super importante, pour enfin comprendre pourquoi ce concept est si fondamental. Allez, on commence l'enquête. Notre enquête démarre avec une révélation assez surprenante. La popularité du mot « tâche » ne vient pas d'un seul endroit. Non, elle vient de deux mondes éducatifs très différents qui n'avaient pas du tout les mêmes objectifs au départ. Ce qui est fascinant ici, c'est que on voit bien la fracture. D'un côté, pour l'apprentissage des langues, la tâche, c'est ce qui rend les choses vivantes, concrètes. C'est la fameuse approche actionnelle. De l'autre côté, en sciences et en maths, c'est beaucoup plus pragmatique. C'est une réponse directe aux mauvais résultats des tests internationaux, une façon de créer une meilleure culture des exercices, deux chemins, mais à la fin, un seul et même mot. Et c'est là, bien sûr, que ça se complique. Les chercheurs parlent de double polysémie. Alors, en langage un peu plus simple, ça veut dire que non seulement le mot tâche est utilisé de manière à la fois générale et spécifique, mais en plus, son sens change complètement si on est dans le monde des langues ou celui des sciences. Un vrai casse-tête, je vous le dis. Alors, pour sortir de cette confusion, il faut qu'on parle la même langue. Dans cette partie, on va se donner les outils pour enfin savoir de quoi on parle quand on dit le mot tâche. Pour faire simple, adoptons une définition pragmatique, comme le proposent nos sources. Une tâche, et on met une petite astérisque pour dire qu'on parle au sens large, c'est quoi? C'est un élément d'enseignement, point. Il y a un objectif, des instructions, et ça produit un résultat qu'on peut observer, qu'on peut évaluer. C'est simple, c'est clair, et ça couvre tout, de l'exercice le plus fermé au projet le plus ouvert. Ok, maintenant qu'on a notre base, on peut commencer à mettre un peu de nuance. Et l'un des critères les plus utiles pour ça, c'est ce qu'on appelle le degré d'ouverture de la tâche. En gros, est-ce que tout est déjà écrit ou est-ce qu'il y a de la place pour la créativité? Et voilà comment ça se décline. L'exercice fermé, c'est un peu comme suivre une recette de cuisine. On sait d'où on part, où on va et comment y aller. Pour la résolution de problèmes, on connaît le début et la fin, mais à nous de trouver le chemin. Et enfin, il y a la tâche créative où là, tout est ouvert. Il faut définir le problème, le chemin et la solution. On passe maintenant à une autre distinction qui est absolument cruciale. Elle nous vient cette fois du monde des langues. La question, c'est quel est le lien exact entre la tâche qu'on fait et ce qu'on est censé apprendre? Et là, on touche vraiment à une différence de philosophie. Dans la version faible, c'est simple. On apprend une règle, puis on fait un exercice pour la pratiquer. L'apprentissage est au service de la tâche. Dans la version forte, c'est tout l'inverse. C'est la tâche qui est le moteur de tout. On a un vrai problème à résoudre, et pour y arriver, on va apprendre ce dont on a besoin en cours de route. Pour rendre ça plus concret, une tâche faible, ce serait de demander de raconter son week-end juste pour s'entraîner à utiliser le passé composé. Une tâche forte, ce serait d'organiser un vrai voyage de classe. Pour y arriver, il faudra bien sûr utiliser plein de compétences linguistiques, mais le but premier, ce n'est pas la grammaire, c'est que le voyage ait lieu. La différence est subtile, mais elle change tout. Voilà, le point crucial, c'est vraiment ça. Est-ce que le savoir vient avant l'action ou est-ce que c'est l'action qui crée le besoin de savoir? C'est cette tension qui définit tout le potentiel d'une tâche. Maintenant qu'on a tous nos outils en main, on peut enfin répondre à la question de départ. Pourquoi est-ce si important? Pourquoi la tâche est-elle tellement plus qu'un simple exercice à faire? Eh bien la réponse, c'est que la tâche, ce n'est pas juste une activité parmi d'autres. C'est le fil rouge. C'est l'élément qui peut structurer, qui peut donner du sens à tout le parcours d'apprentissage, du début jusqu'à la fin. Et ça illustre ce parcours à la perfection. Au début, les tâches servent à introduire de nouvelles choses. Ensuite, elles permettent de pratiquer, de devenir de plus en plus autonomes. Et à la fin, elles servent à évaluer. Mais attention, pas pour punir, plutôt pour comprendre où on en est et ce qui est attendu. C'est une véritable colonne vertébrale pour l'apprentissage. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Les tâches ne font pas que structurer le parcours de l'apprenant, elles structurent la relation même entre tous les acteurs de l'éducation.
C'est ce qu'on appelle le triangle didactique. Vous avez le savoir, l'enseignant et l'élève. Et au milieu, qu'est-ce qui relie ces trois pôles? La tâche. C'est à travers la tâche que l'enseignant met le savoir en scène, et c'est à travers elle que l'élève se l'approprie. Elle est littéralement au cœur du réacteur pédagogique. Un seul concept, et ce seul concept permet de repenser et d'unifier toute l'expérience éducative, de la façon dont le cours est conçu jusqu'à ce que l'élève fait concrètement en classe. Allez, on résume. Après ce petit voyage au cœur d'un concept qui paraissait tout simple, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Alors, primo, la tâche, c'est bien plus qu'un devoir, c'est un concept central. Deuxio, son sens est un peu flou, mais on a maintenant des outils pour y voir plus clair, comme le degré d'ouverture ou la distinction faible-forte. Et surtout, le plus important, la tâche, ce n'est pas un accessoire, c'est le véritable moteur de l'apprentissage. En conclusion, la prochaine fois qu'on croisera un exercice ou un devoir, il faudra peut-être y voir autre chose. Pas seulement une consigne à suivre, mais le plan, la structure, bref, l'architecture même qui rend l'apprentissage possible. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question à méditer. Quand on fait une tâche, c'est quoi le véritable objectif? Est-ce que c'est juste de la finir, de cocher la case, ou est-ce que c'est d'en sortir un peu changé, avec une nouvelle compétence, une nouvelle façon de voir les choses? La réponse, elle change absolument tout.